Quel type de liaison? Les liaisons, ça dépend, monsieur, de la molécule et ça dépend du solvant. Non, non, c'est vrai juste dans certains, ce que vous dites, elle est vraie juste dans certains cas, pas dans tous les cas. Ah, Alors, si c'est des liaisons ioniques, oui. Dans le cas du NaCl, par exemple, oui. Donc, la liaison, elle est ionique. L'ion sodium et l'ion chlore, donc en fait, ils sont liés entre eux, pas par une liaison covalente, mais ils sont liés par une liaison ionique, c'est-à-dire par une interaction donc, de charge électrique. C'est ça qui les unit. Alors, en les mettant dans l'eau, en fait, cette liaison, elle est détruite et c'est un début de solubilité, donc ce n'est pas suffisant. Alors maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre quand même, donc il est grand temps que vous compreniez ça. Détruire une liaison covalente, c'est une réaction chimique. La solubilité, ce n'est pas une réaction chimique. Dès que vous commencez à détruire des liaisons covalentes, c'est ce qu'on appelle des réactions chimiques. Alors, si c'est une liaison covalente que vous avez détruite, donc ça, c'est plus une solubilité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une hydrolyse. Alors maintenant, donc, ce qui fait la solubilité, donc en fait, ce sont les interactions entre les molécules du solvant et la molécule et le soluté. C'est-à-dire, si vous parlez de glucose, par exemple, ou même de NaCl que j'ai évoqué à l'instant, en fait, ce qui fait que ces atomes ou ces molécules donc, soient solubles dans l'eau, c'est qu'en fait, ils interagissent, je ne dis pas ils réagissent, donc c'est différent. Donc, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Donc, faites attention. Donc, je ne dis pas qu'ils réagissent, ce n'est pas une réaction chimique, mais ils interagissent avec les molécules d'eau. Alors maintenant, donc, il y a une façon très simple d'imaginer cette solubilité. Donc, quand une molécule est soluble, peu importe, c'est qu'en fait, il est suspendu dans un solvant. Il est suspendu par les molécules du solvant. C'est-à-dire, il est tenu par tous les côtés, si vous voulez, par les autres molécules du solvant, et comme ça, il reste au milieu des molécules solvant. Alors, s'il est soluble dans l'eau, en fait, c'est ce qui se passe. Quand vous mettez du glucose dans l'eau, par exemple, du saccharose ou n'importe, quand vous mettez quelque chose de soluble dans l'eau, ce qui se passe en fait, c'est que cette molécule-là, il va être suspendue par les molécules d'eau. C'est-à-dire chaque molécule, des molécules d'eau vont la suspendre de tous les côtés et c'est comme ça qu'il reste au milieu, tout entouré avec les molécules d'eau, parce qu'en fait, les molécules d'eau, ils ont une certaine attraction, si vous voulez, avec cette molécule. Donc, c'est comme ça qu'il est suspendu dans un milieu solvant. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, le reste, il est facile. Alors, faire précipiter une molécule qui était déjà soluble, c'est se débrouiller pour que ces interactions n'aient plus lieu, tout simplement. C'est-à-dire, il faudra ajouter à votre solution d'autres molécules qui vont là aussi interagir avec la molécule que vous voulez faire précipiter et en cachant, en quelque sorte, les sites qui lui permettent d'interagir avec les molécules d'eau. Ici, on parle d'eau comme solvant, mais c'est valable pour n'importe quel type de solvant. C'est-à-dire, vous allez lui cacher toutes les parties qui interagissent avec les molécules d'eau. Alors, si vous lui cachez toutes les parties qui interagissent avec la molécule d'eau, il ne va plus avoir d'interaction avec les molécules d'eau, et de ce fait-là, elle sera plus soluble et elle va précipiter. Voilà le principe général de solubilité ou d'insolubilité. Donc, la précipitation, c'est une insolubilité. Donc, c'est rendre une molécule insoluble.
Alors maintenant, donc ceci, donc ça se fait pas de différentes manières, donc ça dépend de la molécule. Alors j'espère donc que vous avez compris déjà le principe général, mais maintenant ça dépend des molécules. Donc si vous voulez faire précipiter une protéine, donc c'est pas comme si vous voulez faire précipiter des stérols ou des alcaloïdes ou autre chose. Mais le principe il reste toujours le même, c'est-à-dire il faudra empêcher cette molécule d'être soluble. Il faudra l'empêcher d'avoir des interactions avec le solvant. Alors, l'exemple le plus classique en biologie, donc c'est la précipitation des protéines. Alors, les protéines, donc vous savez, donc c'est un polymère d'acides aminés. Alors, ces acides aminés, donc ils ont des parties de la molécule, des fonctions dans l'acide aminé, la fonction acide, la fonction amine, surtout, toutes ces fonctions, ils interagissent avec la molécule d'eau. Je ne dis pas qu'ils réagissent. Je le répète pour la troisième fois. Je ne dis pas qu'ils réagissent, ils interagissent avec la molécule d'eau. C'est-à-dire la fonction amine de l'acide aminé, il va être attiré par l'oxygène de la molécule d'eau. Il y aura une interaction et il y aura une interaction également avec la fonction acide. Et c'est comme ça que ces acides aminés vont être solubles dans l'eau. Alors maintenant, la protéine, c'est un ensemble d'acides aminés. Également, donc, elle a ce pouvoir-là, donc, d'être soluble dans l'eau, mais c'est pour la même raison. C'est-à-dire, ce sont les fonctions des acides aminés qui la composent qui vont interagir avec les molécules d'eau. Alors maintenant, je disais donc que c'est un exemple classique en biologie parce que tout simplement, donc c'est quelque chose qui est routinier, donc surtout dans les travaux en biochimie. Donc faire précipiter des protéines, donc soit pour les récupérer comme j'ai dit, donc soit pour s'en débarrasser. Donc, et ce qui est encore plus intéressant, c'est de les faire précipiter différentiellement. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de protéines et vous allez vous débrouiller donc pour faire précipiter certains types et pas d'autres. Comme ça, vous pouvez déjà aller fractionner donc ces protéines, c'est-à-dire vous allez commencer à trier, à faire le tri à l'intérieur de ces protéines en faisant précipiter les unes les autres. Alors cette précipitation de protéines, donc c'est quelque chose qui se fait de différentes manières. Donc le principe général, donc j'espère que vous l'avez compris, mais donc qui se fait par de différents artifices. Donc soit donc par du sulfate, par des sels, tout simplement, donc du sulfate d'ammonium, du sulfate de zinc ou du tungstate de sodium. Donc en fait, la précipitation au sulfate d'ammonium, c'est la plus connue. Donc certainement, vous allez en entendre parler, donc soit dans vos cours ou dans vos TP de biochimie. Donc c'est un sel, du sulfate d'ammonium, c'est un sel. Quand vous allez l'ajouter à une solution qui contient des protéines, donc les protéines donc, vont interagir avec le sulfate et avec l'ammonium, ce qui va les rendre insolubles. Alors, vous pouvez également les faire précipiter et par un solvant, c'est-à-dire par une addition d'éthanol ou de l'acétone dans votre eau, donc, ou vous pouvez également les faire précipiter par des acides. Alors, les acides, donc en fait, l'exemple que je peux vous donner, donc c'est le lait tout simplement. Alors, au lait, le lait, donc si vous lui rajoutez donc un acide, donc si vous lui rajoutez même pas un acide, juste du vinaigre, donc vous allez le faire cailler. Donc il y aura donc les protéines du lait qui étaient solubles vont devenir insolubles et vont former un caillot. Donc donc en fait vous l'avez déjà certainement vu. Et c'est quelque chose qui est accéléré par la température. Donc, vous avez certainement déjà eu affaire à du lait dès que vous le faites chauffer. Donc, il y a quelque chose qui précipite. Oui ou non? Oui, monsieur. En fait, ce qu'il y avait, c'est que déjà, ce lait-là, il y avait une fermentation, c'est-à-dire il y a des bactéries qui se sont développées. Et puis, donc, dans ces bactéries, donc, ils ont sécrété des acides
Alors, il y a quelqu'un d'entre vous qui partage son écran. Donc voilà, donc je disais, donc ce qui s'est passé dans votre lait, tout simplement, c'est qu'il y a des bactéries qui ont sécrété de l'acide là-dedans. Donc il y a un peu d'acide dans votre lait, et dès que vous augmentez la température, donc en fait, ça interagit avec les protéines du lait et ça les fait précipiter, c'est plus soluble. Ils sont plus solubles. Donc voilà, donc il y a différentes manières de faire ça, donc avec des sels. Donc en fait, c'est très connu, donc et c'est largement utilisé, donc la précipitation au sulfate d'ammonium pour les protéines. Donc vous pouvez le faire en ajoutant des solvants, en ajoutant de l'éthanol, de l'alcool ou de l'acétone, donc à une solution aqueuse. Donc ça peut se faire par des acides. Donc voilà, donc il y a différentes manières de faire. Alors donc ça, on a parlé donc d'une précipitation d'une manière générale, mais comme je viens de le dire il y a un petit moment, c'est que vous pouvez faire ça de manière différentielle, c'est-à-dire en faisant la différence entre telle ou telle autre substance, entre telle ou telle protéine. C'est-à-dire, au lieu de faire précipiter toutes les protéines, vous allez faire précipiter juste un type de protéine. Alors ça aussi, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire au sulfate d'ammonium. Alors tout à l'heure, je vous dis que le sulfate d'ammonium fait précipiter, donc peut faire précipiter le tout. Et là, je vous dis que le sulfate d'ammonium peut faire précipiter certains et pas d'autres. En fait, c'est juste une question de concentration de sulfate d'ammonium. C'est-à-dire combien vous ajoutez donc de sulfate d'ammonium qui est un sel, donc à votre extrait. Alors, si vous en rajoutez juste un peu, donc il y aura certaines protéines qui précipitent, alors que d'autres, ils vont rester solubles. Donc, voilà, donc il y a différentes manières de faire ça. Ça dépend des molécules. Donc, peut-être vous aurez l'occasion, donc, dans vos travaux pratiques de biochimie ou dans votre enseignement par la suite, même au-delà donc de votre licence, de pratiquer donc ce genre d'expérimentation. Donc, c'est très simple. Donc, ce qui est essentiel ici, c'est que vous compreniez de quoi il s'agit. Pourquoi on fait ça tout d'abord? Quel est l'objectif, donc pourquoi on fait ça et comment on le fait et quel est le mécanisme en fait derrière. Pourquoi? Donc en mettant en du sel, donc ça va faire précipiter donc des protéines. Pourquoi en mettant donc un alcool ou pourquoi en mettant donc un acide, ça va faire précipiter les protéines. C'est toujours le même principe général que j'ai expliqué donc au tout début, c'est qu'en fait donc vous allez donc ce que vous rajoutez comme sel, comme acide, etc., il va interagir avec les sites avec lesquels les molécules d'eau interagissent d'habitude. C'est-à-dire, ils vont interagir en premier avec ces sites, et en interagissant avec ces sites, donc ils vont empêcher les molécules d'eau d'interagir avec, et le résultat final, c'est quoi? Le résultat final, c'est que la molécule en question ne va plus être soluble dans l'eau. C'est bon. Donc voilà, donc ça c'est pour le principe général. Donc on arrête donc ces questions de précipitation pour passer à autre chose. À moins que vous ayez donc des questions. Donc est-ce qu'on peut passer ou il y a des choses à réexpliquer? Oui, monsieur, s'il vous plaît, moi j'ai une question. Comment? J'ai une question sur la précipitation. Allez-y. Bon, la précipitation des macromolécules, bon, elles sont totales ou bien partielles? Comment? Je dis, elles sont totales ou bien partielles, selon les solvants utilisés, bien sûr. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce qu'elle est totale ou partielle? Oui, oui. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc, en fait, j'ai expliqué que ça peut être total. Ça dépend de combien de sulfate d'ammonium, par exemple, si c'est une protéine, combien de sulfate d'ammonium vous ajoutez. Ça dépend de combien de solvant éthanol ou acétone vous rajoutez, c'est-à-dire en rajoutant des petites quantités, donc vous allez faire précipiter certaines protéines, par exemple, et pas d'autres. Oui, bon, on a dit qu'elle peut être réversible et irréversible. Quelles sont les propriétés qui sont liées à ça? Comment? On dit que la précipitation, ça peut être réversible ou irréversible. Donc, oui. Alors maintenant, donc ça dépend, là, ça dépend du type d'interaction. C'est-à-dire?
Alors vous avez compris donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, que vous avez des molécules qui vont interagir avec les sites hydrophiles qu'il y a dans vos autres molécules que vous voulez faire précipiter. C'est ça? Oui, Alors, ça dépend de ce type d'interaction. C'est cette interaction qui est réversible ou pas réversible. Si vous lui collez quelque chose qui ne se décolle plus, alors j'utilise donc ce terme coller, donc en fait c'est pas comme ça, donc c'est une interaction ou une réaction. Alors maintenant, si c'est quelque chose que vous avez collé à la molécule, donc en fait ne se décolle plus, donc il est irréversible. Vous avez compris? d'accord. Alors maintenant, si ça se défait, et c'est réversible. Alors maintenant, il y a autre chose pour les protéines, surtout. Alors en fait, les protéines, donc c'est un truc qui se présente en 3 dimensions, c'est-à-dire c'est une macromolécule, c'est quelque chose de gros à l'échelle moléculaire. À l'échelle moléculaire, les protéines, elle est énorme. Par rapport à la molécule d'eau, par exemple, une protéine, c'est quelque chose d'énorme. Alors maintenant, c'est énorme parce qu'en fait, la succession des acides aminés, donc ce polymère, vous pouvez le défaire pour que ça fasse un fil. Vous pouvez l'imaginer comme ça. D'accord? D'accord, d'accord. Alors maintenant, en fait, c'est pas comme ça une protéine dans une cellule. Il n'est jamais comme ça, c'est pas un polypeptide, donc c'est quelque chose qui va s'enchevêtrer comme une pelote, d'accord? D'accord, d'accord, monsieur. Avoir une certaine structure. Merci. Alors c'est cette structure-là, mais attendez, donc vous n'avez pas encore compris donc, ce que je veux dire. Je n'ai même pas encore commencé l'explication. Alors maintenant, cette protéine-là, en fait, il va interagir avec les molécules d'eau, avec sa surface. C'est-à-dire, en quelque sorte, ce sont les acides aminés qui vont se retrouver à la surface de cette pelote qui vont être au contact des molécules d'eau le plus. D'accord? D'accord. Est-ce que vous suivez? Oui, Alors, monsieur. si vous défaites cette molécule, si vous défaites cette macromolécule, cette pelote, soit vous la défaites complètement, soit vous la défaites partiellement, c'est-à-dire que vous lui changez juste sa configuration. Ce n'est plus les mêmes acides aminés qui vont être au contact avec l'eau. D'accord? Et les D'accord. acides aminés, il y en a ceux qui peuvent avoir des interactions avec l'eau, et on a d'autres qui ne peuvent pas avoir des interactions avec l'eau. Donc, en fait, ça dépend de ce degré de dénaturation de la protéine. Donc, si la dénaturation, quand il atteint un certain seuil, il devient irréversible. C'est-à-dire, si vous avez défait juste un peu, alors il suffit de remettre les conditions initiales pour que votre protéine revienne à la forme initiale, il va devenir soluble. Alors maintenant, si vous l'avez défait jusqu'à un certain degré où il ne peut plus retrouver sa structure dimensionnelle initiale, de ce moment-là, la précipitation, il va devenir irréversible. D'accord? D'accord, oui, monsieur. C'est clair. Mais est-ce qu'on peut déterminer un pourcentage des macromolécules précipitées? Comment ça, vous pouvez déterminer un pourcentage des macromolécules des précipitées? C'est-à-dire les molécules qui sont rendues insolubles dans le solvant, bien sûr. Je n'ai pas compris votre question parce que je ne sais pas ce que vous voulez dire. En fait, je demande les macromolécules qui sont rendues insolubles dans le solvant, Oui. est-ce qu'on peut déterminer un pourcentage? Oui, si vous connaissez la totalité, donc vous pouvez avoir le pourcentage. Donc, mais attends, il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas de règle. Donc, c'est pas que vous allez faire précipiter 10% ou 20% ou 50%. Donc, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de ce que vous avez dans votre mélange. C'est très complexe. Mais à chaque fois, si vous avez quelque chose qui a précipité et quelque chose qui n'a pas précipité, si vous avez une idée sur la totalité, bien sûr, vous pouvez calculer le pourcentage. Il suffit d'avoir une idée sur la totalité. Vous dites, tiens, j'ai 100 molécules, ou 100 000 molécules, ou 1 million de molécules, et j'en ai fait précipiter le tiers, le quart, et ça vous fait 30%, 25%, comme vous voulez.
mais il vous faut quand même avoir une idée sur la totalité. D'accord. Le pourcentage de précipitation. Ça est. Oui, merci. Très bien. Alors, on peut passer à autre chose. Bien. Alors maintenant, donc, on va continuer dans notre chemin. Donc, maintenant, vous avez quelque chose qui est précipité, c'est-à-dire vous avez dans votre extrait quelque chose qui est soluble et quelque chose qui est insoluble. Alors déjà, donc le premier défi ou le premier problème, donc c'est plus un défi, donc c'est quelque chose de classique maintenant. Donc, comment séparer ces deux phases-là? Alors, c'est des choses aussi qui peuvent donc se poser déjà juste après l'extraction. Donc, si vous faites une extraction solide-liquide, dans le mélange que vous avez, donc vous avez quelque chose de solide, vous avez des particules solides, et vous avez quelque chose de liquide, c'est-à-dire votre solvant. Alors, cette séparation de phases, comment vous pouvez la faire? C'est-à-dire déjà la première étape, donc soit après précipitation, soit avant précipitation, soit avant précipitation et après précipitation. Donc, il faudra séparer les choses qui sont solubles et les choses qui sont insolubles. Soit directement après extraction, c'est-à-dire si vous faites une extraction à partir de quelque chose de solide, par exemple votre café, donc on en a parlé la dernière fois. Donc, vous aurez donc une phase liquide, vous aurez votre eau qui a extrait donc tout ce qui est soluble et vous avez quelque chose, vous avez la poudre de votre café qui est solide. Alors maintenant, c'est le même problème également si vous avez un extrait et vous avez décidé de faire précipiter des choses, c'est-à-dire de rendre insoluble une partie de vos molécules. Vous allez avoir donc quelque chose de solide, quelque chose d'insoluble et une phase liquide. Alors, comment les séparer? Alors, il y a différentes manières. Donc, il y a ce que vous connaissez comme méthode très simple et que vous utilisez là aussi dans vos cuisines. Donc, vous allez filtrer. Ou bien vous allez centrifuger. Donc, ce sont les deux manières de séparer donc, ces deux phases-là. Donc, soit vous allez filtrer, soit vous allez centrifuger. J'espère que vous comprenez ce que c'est qu'une centrifugation. Donc, on vous l'a déjà expliqué. Oui, non. Oui, monsieur. Très bien. Alors, ce sont ces deux méthodes-là que vous pouvez utiliser pour séparer donc, des phases solides et des phases liquides dans votre extrait ou dans votre extrait ou directement après extraction. Bien, alors ça vous paraît quelque chose de simple. Alors, mais sachez en fait que moi, la filtration, donc c'est quelque chose qui fait partie d'un grand domaine scientifique qu'on appelle séparation membranaire. Donc, les séparations membranaires, c'est un vaste champ d'études et d'investigations scientifiques. Bien. Alors, vous imaginez ce que c'est. Donc, pour filtrer, il faudra mettre une barrière physique, c'est-à-dire un filtre ou une membrane. Donc, filtre et membrane, ça veut dire la même chose. Alors, ne confondez pas avec les membranes biologiques. Ne confondez pas avec les membranes cytoplasmiques et les membranes qu'on retrouve à l'intérieur de la cellule. Donc, ça, c'est autre chose. C'est un filtre. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Bien. Alors maintenant, donc, il faut mettre quelque chose, une barrière physique, qui va arrêter ce qui est solide, qui va ne pas laisser passer des particules solides et va laisser passer donc, tout ce qui est soluble. Donc, c'est ça, la filtration. C'est ce que vous faites quand vous voulez filtrer quelque chose chez vous. D'accord? Donc, c'est très simple.
Alors, mais donc, malgré cette simplicité de principe, c'est-à-dire c'est le principe, il est très simple, vous mettez un filtre et il y aura quelque chose qui passe, il y aura quelque chose qui ne passe pas et c'est bon. Alors, je disais, donc malgré cette simplicité de principe, donc c'est un vaste champ scientifique. Alors, donc vous allez comprendre petit à petit donc pourquoi c'est déjà un vaste champ scientifique et pourquoi donc en fait s'il y a des choses déjà à connaître à votre niveau. Alors donc ce passage-là, c'est-à-dire quand vous allez mettre cette barrière physique qu'on appelle membrane, alors je répète, donc membrane ici veut dire tout simplement filtre, donc quand vous mettez cette barrière qu'on appelle membrane et qui va séparer deux compartiments, donc il y a de la matière qui va passer d'un côté à l'autre. Donc c'est un transfert de matière. Donc le phénomène physique qui est en jeu ici, c'est un transfert de matière. Il y a des molécules, il y a de la matière qui va passer d'un côté vers l'autre. Alors donc en fait vous pouvez faire passer de la matière soit sous forme liquide, soit sous forme gazeuse et pas sous forme solide. Donc ça déjà, donc c'est un principe donc de séparation membranaire. Donc ce qui passe à travers le filtre, ce qui passe à travers la membrane, donc ça peut être du liquide ou du gaz. Alors en faisant ça, donc on va en parler par la suite. Donc il y a deux configurations, c'est-à-dire il y a deux manières de le faire. Donc il y a ce qu'on appelle la filtration frontale. Et puis, donc, il y a ce qu'on appelle la filtration tangentielle. Alors, avant cela, donc, ici, donc, vous avez quelques termes, c'est-à-dire quelques mots techniques spécifiques à ces séparations membranaires. Alors maintenant, je l'ai dit, membrane, donc en fait, c'est tout support physique qui permet la séparation. Toute barrière physique qui va permettre de séparer deux phases. Donc, on peut la qualifier, on peut l'appeler, on l'appelle membrane. Un tissu, par exemple, une feuille de papier, donc tout ce que vous voulez, qui va faire que ça va arrêter quelque chose et faire passer autre chose, c'est une membrane. Ou c'est un filtre, donc si vous voulez. Donc, alors maintenant, tout ce qui passe, on l'appelle filtrat, ou plus scientifiquement, on l'appelle perméa. Parce qu'en fait, ce passage-là, à travers le filtre, on l'appelle perméation. C'est une perméation ou une filtration. Donc, ce passage-là, on l'appelle perméation. Donc, tout ce qui passe, on l'appelle filtrat ou perméa. Le perméa, en fait, c'est quoi? C'est ce qui passe à travers la membrane. Le retentat, par contre, c'est ce qui ne passe pas. C'est ce qui est retenu par la membrane. Alors, le débit et le flux, ce sont deux notions physiques, donc vous pouvez déjà peut-être deviner donc, ce que c'est. Alors le débit, c'est quoi? C'est en fait, c'est la quantité qui passe dans une opération de filtration, c'est la quantité qui passe par unité de temps. C'est-à-dire, quand vous filtrez, vous allez dire donc je fais passer 1 litre par heure. Donc, c'est-à-dire chaque heure, je récupère 1 litre de filtrat. Le débit, c'est ce que vous dites là. Vous êtes en train de parler de débit. Votre débit, il est de 1 litre par heure. Alors, à ne pas confondre avec le flux de filtration. Le flux, c'est en fait le débit rapporté à la surface de filtration. Alors, je m'explique. Alors, le débit, vous avez compris ce que c'est. C'est un volume, une quantité qui passe à travers votre membrane par unité de temps. Mais ça dépend de quelle surface membranaire vous disposez. C'est-à-dire si vous mettez un mètre carré de tissu,
vous allez faire passer plus par heure que si vous mettez le quart de cette surface. Ou vous allez passer beaucoup plus si vous mettez 2 mètres carrés de tissu. Vous avez compris? Donc, en fait, ce perméa, donc ce qui passe, il est fonction du temps dans une opération donnée, mais il est fonction également de la surface à travers laquelle vous faites passer votre solution. C'est-à-dire, si vous mettez beaucoup plus de surface, vous allez faire pour passer beaucoup plus. Si vous faites passer, si vous utilisez moins, vous allez faire passer moins. Alors maintenant, donc, en prenant en compte donc cette surface, vous allez avoir ce qu'on appelle le flux. C'est-à-dire le débit, c'est combien vous faites passer par unité de temps, par heure, par minute, par seconde, comme vous voulez. Le flux, c'est combien vous faites passer par unité de temps et par unité de surface. C'est-à-dire à ce moment-là, vous allez dire donc que ma séparation membranaire, ma filtration, fait passer 1 litre par heure et par mètre carré de surface membranaire. Est-ce que c'est clair donc cette question de débit et de flux? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors maintenant, donc on passe à quelque chose d'un peu plus délicat, en tout cas donc un peu à comprendre, donc, mais je vais quand même essayer de l'expliquer. Alors, il y a un phénomène donc qu'on appelle polarisation de concentration. Pendant une opération de filtration, c'est-à-dire quand vous commencez à filtrer, souvent, vous avez un débit de filtration très important au début, et puis donc au fur et à mesure, votre filtration va devenir de plus en plus lente. Oui ou non, c'est ça ce qui se passe ou pas? Vous l'avez certainement déjà remarqué, même en cuisine. Quand vous faites filtrer quelque chose, donc au début, donc il y a une grosse quantité qui passe, et puis après, ça devient très très lent. D'accord? Pourquoi? Monsieur, grâce aux particules solides qui sont sur le barrière, sur la membrane, qui empêchent le passage du liquide. C'est pas grâce, c'est à cause. Donc, grâce, c'est quelque chose de positif. Mais quand c'est quelque chose de positif, c'est à cause. Donc, c'est à cause de, exactement. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Donc, en fait, ce qui se passe, ce sont ces deux phénomènes-là. Se passe une polarisation de concentration et un colmatage des membranes. Les deux se passent et les deux ralentissent la filtration. Alors, en fait, si vous avez quelque chose qui passe à travers une membrane, parce que cette membrane, elle est poreuse, c'est-à-dire, dans ce support-là, vous pouvez imaginer qu'il y a des trous, et ce sont à travers ces trous-là que votre solvant passe. Et tout ce qui ne peut passer dans ces trous-là, donc, il est arrêté. C'est ce qu'on appelle les pores, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, dans cette membrane, vous avez des pores, c'est une membrane poreuse, et vous avez des pores, et tout ce qui peut passer à travers les pores, donc, c'est du perméa, et tout ce qui ne peut pas passer à travers les pores, il est retenu, donc c'est du rétentat. D'accord? Donc, c'est des sortes de tamis, c'est des sortes de. Un tamis, c'est ruban. Donc, c'est des sortes de tamis. Donc, tout ce qui a une taille inférieure au diamètre des pores, il va passer. Tout ce qui a une taille supérieure au diamètre des pores, il va être arrêté et il ne va pas pouvoir passer. Alors maintenant, pendant une filtration, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, donc au tout début, si vous imaginez juste à la surface de la membrane, c'est-à-dire juste à la couche qui est juste au-dessus de la membrane. Donc en fait, quand vous faites passer des molécules, quand vous faites passer du solvant et des molécules, donc dans cette couche-là, il y a moins de solvant. D'accord? Parce que les molécules de solvant, ils sont passées. D'accord? Mais il y a plus de molécules qui sont retenues. Alors là, je parle de ce qui est soluble déjà, donc pas de ce qui n'est pas soluble. Donc, dans les molécules solubles elles-mêmes,
il y a certaines molécules qui peuvent passer et d'autres qui ne peuvent pas passer. Alors maintenant, celles qui ne peuvent pas passer, donc ils commencent à s'accumuler dans cette couche limite, dans ce qu'on appelle la couche limite, dans cette couche limite qui est juste à la surface de la membrane. Ils vont s'accumuler, donc leur concentration dans cette couche-là va devenir supérieure à leur concentration dans la solution initiale. Est-ce que c'est clair donc ça? Est-ce que vous arrivez donc à visualiser ce que je viens de dire? À la surface de la membrane, imaginez que vous avez une couche. Alors, dans cette couche-là, il y a des choses qui vont passer, et puis donc tout ce qui ne passe va s'accumuler dans cette couche-là, tout en restant solide, tout en restant solide. Donc, il va s'accumuler, c'est-à-dire il y aura beaucoup plus de molécules dans cette couche-là que par rapport à votre solution, parce qu'ils se sont accumulés à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui vous arrive donc au portail de la fac ces derniers jours en voulant rentrer à la fac. Donc, il y a certaines qui rentrent et puis il y en aura d'autres qui sont là à attendre. Ils vont s'accumuler juste à l'entrée. Donc, leur concentration juste à côté à la surface de cette couche-là, donc il va devenir de plus en plus important. Donc, la concentration à la surface elle est différente de la concentration dans votre solution. C'est bon? Vous avez compris ça? Et puis, elle est différente, donc il y a une différence de concentration, donc on dit qu'il y a des pôles, et on dit qu'il y a polarisation de la concentration. La concentration n'est plus la même partout dans votre solution. À côté de la membrane, elle est plus élevée, et donc plus vous vous éloignez de la membrane, plus la concentration va devenir... S'il vous plaît, on n'entend rien. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur. Bien. Alors, je disais donc qu'à la surface de votre membrane, donc il y aura une concentration supérieure à la concentration dans le reste de la solution. Et ici, je parle par rapport aux solutés qui sont retenus. Ce qui est retenu donc, va s'accumuler à la surface de la membrane. Sa concentration il va devenir supérieure par rapport à celle qui est dans votre solution à filtrer. Et de ce fait-là, puisque la concentration elle est plus homogène, elle n'est plus la même, on dit qu'elle est polarisée. Et donc, on parle de polarisation de la concentration. Alors, donc, on fait cette polarisation de la concentration ici, donc vous pouvez lire. Donc, c'est l'augmentation de la concentration des molécules ou des particules retenues au voisinage de la surface de la membrane. Donc, alors maintenant, il y a un autre phénomène qui va se passer. Donc, en fait, il y a les molécules ou les particules, ce n'est pas des particules qui passent et des particules qui ne passent pas. Donc, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, en fait, il y en a celles qui essayent de passer, mais ils vont se faire coincer à l'intérieur des pores de la membrane. Vous savez compris? Vous imaginez ça. Donc, en fait, ça passe un peu, mais ça se coince un peu à l'intérieur des pores de la membrane. Alors, en se faisant ça, donc ça va bloquer les pores de la membrane. Et quand il y en a beaucoup, donc en fait, donc il y a tous les pores de la membrane qui commencent à être bloqués. Et par conséquent, si les pores de membrane sont bloqués, donc vous aurez un débit de plus en plus faible. Il y aura de moins en moins de filtrat. Vous aurez de moins en moins de filtrat, c'est-à-dire vous aurez de moins en moins de quelque chose qui passe à travers votre membrane. C'est bon, vous avez compris ça? Oui, monsieur. Bien. Alors, donc, ce phénomène, ce deuxième phénomène, c'est-à-dire ce blocage des membranes, ce blocage à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le colmatage. Donc, deux phénomènes qui se passent pendant la filtration. Une polarisation de la concentration et puis donc un colmatage des membranes. Et bien sûr, si vous avez
une polarisation de concentration, si vous avez un colmatage, donc tout ça va faire que vous aurez de moins en moins de filtrat, vous aurez un débit qui va devenir de plus en plus faible. Alors maintenant, donc ça, c'est pour n'importe quel type de séparation membranaire. Ces deux phénomènes sont inhérents, c'est-à-dire ils sont liés à n'importe quelle séparation membranaire. Dès que vous avez séparation membranaire, dès que vous avez filtration, vous aurez polarisation de la concentration et vous aurez colmatage. Donc c'est inévitable, ce sont deux phénomènes qui sont liés aux séparations membranaires. À chaque fois que vous faites passer quelque chose à travers une membrane pour retenir des choses, vous aurez une polarisation de la concentration au voisinage de la membrane et qui va finir par boucher la membrane, donc c'est-à-dire provoquer un phénomène de colmatage de votre membrane. Donc ça, c'est général donc, pour tous les types de filtration. Alors maintenant, tout à l'heure, donc je vous ai expliqué en fait que cette séparation membranaire ou cette filtration, donc c'est un transfert de matière, c'est-à-dire que vous avez de la matière qui était d'un côté, donc qu'on va faire passer d'un autre côté. Alors en fait, cette matière qui passe d'un côté à l'autre, qu'est-ce qui la fait passer? Pourquoi ça passe? Pourquoi il y a des molécules qui étaient d'un côté et qui vont passer de l'autre? Alors, depuis tout petit, on vous a appris que quand il y a mouvement, donc ces molécules vont bouger d'un côté vers l'autre, quand il y a mouvement, il y a force. C'est-à-dire, c'est qu'il y a une force qui a fait que ces molécules se sont déplacées d'un côté à l'autre. Donc, c'est-à-dire, derrière ce mouvement, derrière ce transfert de matière, il y a une force ou des forces. Alors, en fait, dans la filtration classique que vous connaissez, c'est-à-dire la filtration que vous préparez dans votre cuisine, que vous pratiquez, dans votre cuisine. Donc, c'est quoi cette force qui fait que des molécules vont se mettre en mouvement pour se déplacer d'un côté jusqu'à l'autre? C'est la gravitation. C'est la gravité, pas la gravitation. La gravitation, mademoiselle, donc c'est qu'on vous fait tourner les choses. Alors, c'est la force de gravité, oui. Alors, c'est la force de gravité. Donc, ça peut être ça, mais pas dans toutes les séparations membranaires. Donc, dans ce que vous pratiquez, dans les filtrations communes, donc on pratique tous dans les cuisines, mais qu'on pratique aussi dans les laboratoires beaucoup. Donc, en fait, c'est des filtrations qui se font grâce à la force de gravité, c'est-à-dire vous mettez donc ça sur une membrane et puis donc vous laissez faire la gravité va tirer sur les molécules et puis donc va les faire passer d'un côté à l'autre. Donc, et puis donc celles qui ne peuvent pas passer donc ne passeront pas, donc ils vont être arrêtés par votre membrane ou par votre filtre. Alors maintenant, donc cette force-là que vous avez comprise maintenant, donc c'est ce qu'on appelle la force motrice. Donc c'est la force motrice qui permet le transfert de matière. Alors ça, c'est le cas classique. Donc c'est une force de gravité toute simple. C'est-à-dire on laisse faire jouer la gravité, donc c'est elle qui va se débrouiller, qui va tirer sur les molécules pour les faire passer d'un côté vers l'autre. Alors ce n'est pas toujours le cas. En fait, vous pouvez faire jouer tout type de force. Vous pouvez faire jouer une force électrique, vous pouvez faire jouer une force osmotique, donc, et vous pouvez faire également jouer une pression. Donc, c'est pour faire une séparation membranaire, une filtration. Donc, en fait, vous avez compris maintenant pour qu'il y ait passage de molécules d'un côté à l'autre. Donc, il faut qu'il y ait une force. Dans le cas classique commun, donc dans notre vie, donc en fait, généralement, c'est la force de gravité.
C'est-à-dire, donc c'est cette attraction terrestre donc, qui va faire que des molécules donc, vont être attirées vers le bas et passer donc, d'un côté vers le haut, d'un côté vers l'autre. Mais maintenant, donc, ce qu'il faut comprendre à votre niveau, c'est qu'en fait, cette filtration, on peut la pratiquer en faisant jouer d'autres forces. C'est-à-dire, en fait, il suffit de se débrouiller pour dire, il me faut quelque chose pour tirer sur les molécules. Alors, si c'est des molécules chargées, on peut les tirer ou les attirer par une force électrique. Ça, vous le savez aussi. Alors maintenant, si vous faites séparer, c'est votre séparation comprend, c'est-à-dire dans votre solution, vous avez des ions. Alors vous pouvez faire jouer la force électrique pour les faire passer d'un côté à l'autre. Et dans ce cas-là, ce n'est plus obligé que votre filtration soit verticale. C'est-à-dire que vous n'êtes même plus obligé d'avoir un dispositif de filtration qui est vertical, ça peut être horizontal ou même à l'inverse, vertical mais vous tirez vers le haut. Donc ça dépend de là où vous mettez la force qui tire. Donc voilà, donc déjà ça vous permet donc d'autres configurations de la filtration, pas toujours donc cette filtration en verticale. Donc cette force électrique, donc en fait ça ne peut jouer donc que sur des molécules chargées ou des atomes chargés. Alors une fois que vous avez ça, donc il y a des méthodes de séparation membranaire dans lesquelles donc on fait jouer cette force électrique. Alors, la dialyse, vous savez ce que c'est? La dialyse, donc en fait, c'est un passage donc, à travers une membrane juste dans le sens par les phénomènes d'osmose, c'est-à-dire du plus concentré vers le moins concentré. Alors la dialyse aussi, donc peut-être donc ça évoque chez vous quelque chose. Donc en fait, c'est les malades. Chez certaines malades, donc ils sont obligés de faire ce qu'on appelle une dialyse. Alors en fait, cette dialyse, c'est une séparation membranaire. Alors en fait, c'est chez les personnes atteintes d'une insuffisance rénale, c'est-à-dire leurs reins ne fonctionnent plus, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle des dialyses. Et les dialyses, c'est des séparations membranaires. Et les reins, c'est des membranes. Les reins, donc en fait, ils ont pour fonction une séparation membranaire, c'est-à-dire donc en fait, les séparations qui se font au niveau des reins se font donc sur des membranes, donc sur des cellules, mais ça se fait à travers des membranes. Alors chez les patients, c'est-à-dire les malades qui sont atteints d'insuffisance rénale, donc leurs reins ne fonctionnent plus ou ils fonctionnent mal, ils sont obligés de faire la même opération avec des machines. C'est-à-dire c'est la même opération qui est faite par les reins qu'on fait avec des machines et c'est une dialyse, c'est-à-dire on va pomper leur sang et on va le faire passer à travers une machine pour faire passer d'un côté des éléments qu'on veut éliminer et laisser dans le sang ce qui n'est pas, et puis donc le faire passer dans le corps du patient par la suite. Donc, mais c'est généralement des sels. C'est-à-dire c'est généralement des ions, c'est-à-dire quelque chose qui est chargé, qu'on va retrouver dans le sang et que les reins ne sont plus capables d'éliminer. Et puisque c'est des ions, c'est-à-dire des molécules ou des atomes chargés, on peut les éliminer en faisant jouer une force électrique, pas une force de gravité, mais une force électrique. Et à ce moment-là, la dialyse va devenir ce qu'on appelle l'électrodialyse. C'est une électrodialyse. C'est-à-dire, donc, en fait, on va faire passer donc, ce sang-là dans un champ électrique qui va attirer d'un côté, donc, on fait des cations qui vont se retrouver en quantité énorme dans le sang pour les faire sortir du sang à travers une membrane. Et ça devient une électrodialyse. Donc, ça, c'est un exemple de séparation membranaire, c'est un exemple de filtration tout simple. Donc, mais dans lequel la force motrice, la force de transfert de matière n'est plus la gravité, mais c'est une force électrique.
Alors, il y a encore plus simple que ça, c'est-à-dire pour faire passer des substances ou des molécules d'un côté à l'autre à travers une membrane, donc en fait, on peut faire jouer juste la pression. Alors, vous avez déjà peut-être des filtres dans lesquels vous pouvez souffler, d'accord, pour faire passer plus rapidement donc, le filtrage. Donc, rien ne me vient en tête maintenant, mais certainement vous avez joué à ça, à quelque part, en étant tout petit ou en étant grand, donc ça dépend. Donc, mais généralement, on peut faire ça, c'est-à-dire en soufflant, ce que vous faites, c'est que vous augmentez la pression d'un côté, vous appuyez donc d'un côté pour faire passer de l'autre. En fait, ce qui se passe, c'est que votre membrane, il va séparer deux compartiments. Un compartiment avec une certaine valeur de pression et un autre compartiment avec une autre valeur de pression. Il y aura une différence de pression entre les compartiments. Il y aura une différence de pression et ça fait que les molécules vont être poussées d'un côté ou aspirées de l'autre. Donc, pour faire varier la pression, soit vous l'augmentez, il faudra mettre beaucoup plus de gaz. C'est ce que vous faites quand vous soufflez quelque part, vous mettez plus de gaz pour que ça appuie plus. Donc, c'est une augmentation de la pression. Ou bien, vous pouvez faire autrement, vous pouvez aspirer. Si vous aspirez, en fait, c'est que vous enlevez du gaz. En enlevant du gaz, vous diminuez la pression. Donc, en fait, pour avoir un différentiel de pression, c'est-à-dire pour avoir des pressions différentes d'un compartiment à l'autre, donc séparées par une membrane, en fait, il suffit soit d'augmenter la pression d'un côté, plus que l'autre, soit de diminuer la pression d'un côté, plus que l'autre. Donc, les deux manières de faire donc, sont valables. Alors, en fait, ça aussi, dans vos TP, donc, vous avez certainement, donc, il faut peut-être que je revienne donc, à cette première diapo. Donc, en fait, dans vos TP, donc, généralement, donc, vous aurez donc, des dispositifs comme ça pour filtrer. Alors, ça, c'est une fiole à vide. C'est ce qu'on appelle une fiole à vide. Et là, vous avez donc un récipient, un Büchner par exemple, dans lequel vous allez émettre une membrane. Alors, vous mettez ce que vous voulez filtrer donc, dedans. Et puis, donc, ça va passer par la gravité, par la force de gravité. Mais vous pouvez accélérer en aspirant ici. C'est-à-dire, si vous aspirez, si vous mettez une pompe à vide ici, si vous connectez ce côté-là à une pompe. Monsieur, on ne voit pas du diapo. Alors, vous ne voyez pas de diapo? Non. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Alors, vous les voyez vous voyez rien depuis le début ou juste maintenant? Juste monsieur. Comment? Depuis. Depuis le début? Oui, Oui, monsieur. monsieur. On ne Oui. voit rien. J'ai depuis le début. Oui, c'est parfait maintenant. C'est bon? C'est Oui, bien oui. maintenant, monsieur. Vous auriez pu me le dire avant, donc il y a beaucoup de choses que j'ai expliquées dans les diapos en croyant que vous suivez. Donc vous avez en fait rien suivi de tout ça. Non? Oui, monsieur, mais tout est clair. Oui, voilà. Donc, j'espère que vous n'avez pas raté grand-chose dans ces diapos. Donc, en fait, il y a tous ces termes-là que j'ai expliqués tout à l'heure. Donc, en fait, membrane, le perméable, le rétentat, le débit de filtration, le flux de filtration, la polarisation de concentration et le colmatage des membranes. Alors, donc, il y a ce transfert de matière donc, qui se fait par une force. Donc, maintenant, vous l'avez compris. Donc, c'est soit une force de gravité, donc soit une différence de voltage, donc une force électrique, donc soit une force osmotique. Donc, dans ce cas-là, donc, ça va être une dialyse. Alors, donc, tout ça, on en a parlé. Alors, maintenant, donc, en fait, ce que
j'ai voulu vous montrer. Donc, en fait, c'est ce dispositif-là. Donc, vous, peut-être, vous aurez l'occasion d'utiliser dans vos travaux pratiques. Donc, c'est tout simple. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle une fiole à vide. Pardon. Ici, c'est une fiole à vide. Et puis là, vous avez un Büchner, donc, ou un Erlen, dans lequel vous allez mettre une membrane, donc par exemple un papier filtre. Et puis, donc, vous allez mettre dedans donc, ce que vous voulez à filtrer. Alors maintenant, vous pouvez donc faire jouer la gravité, laisser donc le temps qu'il faut. Donc, il y aura quelque chose qui passera à travers votre filtre. D'accord? Ou bien vous pouvez accélérer ceci. Donc, si vous connectez ce bout-là, donc si vous le connectez à une pompe à vide, c'est-à-dire quelque chose qui va aspirer. Donc, en fait, en aspirant, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous diminuez le gaz, le volume de gaz qu'il y a là. Donc, c'est-à-dire que vous essayez de faire le vide ici, et en faisant ça, donc, en fait, vous créez une différence de pression entre le compartiment. Ah, donc, on ne voit pas ce que vous êtes en train de parler. Vous ne voyez pas la diapo? Non, mais la partie précipitation différentielle des protéines. Il n'y a pas de schéma. Non, non. Donc, ce n'est pas du tout dans ce fichier-là. C'est clair maintenant, monsieur. Non. Alors, il faudra que, à chaque fois que vous ne voyez pas donc, ce que je suis en train d'expliquer, vous me le dites, donc, parce que moi, je ne vois pas ce que vous voyez, donc je ne sais pas ce que vous voyez exactement. Donc, il arrive donc, que j'ai plus d'un document sur mon écran, donc je ne sais pas donc, lequel que vous voyez. Bien, alors je disais, donc en fait, vous avez ici un dispositif de filtration tout simple, donc vous avez ce qu'on appelle une fiole à vide ici, et puis donc dans laquelle donc sur laquelle vous mettez donc un Erlen ou enfin, pas un Erlen pardon, un entonnoir ou un Büchner, et dans cet entonnoir ou dans ce Büchner donc vous avez un papier filtre ici par exemple, c'est une membrane. Et puis vous mettez ce que vous voulez à filtrer dedans. Alors donc si vous laissez ça, donc en fait ce qui passe à travers le filtre donc va s'écouler dans votre fiole ici. Alors mais vous pouvez accélérer ce phénomène-là en mettant un différentiel de pression, c'est-à-dire en se débrouillant pour que la pression dans le côté de l'alimentation, c'est-à-dire donc là où il y a ce que vous voulez filtrer et là où il y a votre perméa, donc il y ait des pressions différentes d'un côté et de l'autre. Alors pour cela, donc soit vous augmentez la pression de ce côté, c'est-à-dire vous débrouillez pour pousser avec beaucoup plus de gaz. Donc soit il faudra ici mettre moins de pression, c'est-à-dire il faudra mettre moins de gaz de ce côté-là. Alors maintenant, si vous aspirez par ce bout-là, donc en fait ici il y aura moins de gaz et ça va tirer sur vos substances. Donc la pression ici et là ne serait plus la même et ça va tirer sur vos substances qui vont passer plus vite. C'est ce qu'on appelle tout simplement la filtration sous vide. Donc c'est-à-dire vous allez aspirer ici, donc il y a tout le gaz qu'il y a là à l'intérieur, donc il va sortir. Donc vous allez aspirer avec une pompe, bien sûr pas avec votre bouche. Donc avec une pompe à vide et puis donc vous allez créer du vide ici et ceci donc va faire que votre filtration ça va être beaucoup plus rapide parce qu'en fait, là, vous avez un gradient de pression. La pression dans le côté, d'un côté de la membrane, il est différent de la pression de l'autre côté de la membrane. Donc, c'est une filtration
donc sous gradient de pression. Alors maintenant, donc pour créer ce gradient de pression, je répète, vous avez le choix entre soit augmenter la pression d'un côté, soit diminuer la pression de l'autre côté. Donc, c'est deux manières que la pression d'un côté et de l'autre ne soient plus les mêmes. Sinon, donc, il y aura toujours la même pression, donc c'est la pression atmosphérique. Alors maintenant, donc, soit il faudra pousser avec du gaz, c'est-à-dire gonfler en quelque sorte, ou gonfler entre guillemets, donc ce côté-là, c'est-à-dire il faudra mettre un récipient dans lequel vous pouvez mettre plus de gaz pour que ça appuie donc sur ce que vous voulez filtrer. Donc, soit de ce côté-là, du côté du perméa, donc il faudra mettre moins de gaz, c'est-à-dire il faudra enlever le gaz qu'il y a à l'intérieur, il faudra enlever l'air qu'il y a à l'intérieur par aspiration, comme ça vous créez donc une dépression, c'est-à-dire un milieu où il y a moins de pression que la pression atmosphérique, et ça va, votre filtration va devenir plus rapide. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Alors là, il y a tout ce dont j'ai parlé donc il y a un instant. Donc ici, donc ce transfert de matière, ici donc vous avez donc des grosses particules donc qui ne peuvent pas passer à travers la membrane, donc il y a des petites qui passent. Donc en fait, cette membrane c'est un milieu physique, une barrière physique poreuse, c'est-à-dire où il y a des pores et qui permettent de faire passer des choses. Alors maintenant, on a parlé de débit de filtration et de flux de filtration. Vous vous rappelez? Oui. Alors, le débit, donc, c'est le volume par unité de temps, donc c'est ce qui est indiqué tout simplement par cette formule. Donc, le débit de filtration, EON, c'est la variation du volume du filtrat en fonction du temps. C'est-à-dire, donc, si vous suivez votre filtration au cours du temps, c'est-à-dire à l'instant T0, et puis vous suivez, donc, chaque 5 minutes, vous allez mesurer combien de filtrats vous avez. Alors, cette évolution, cette variation du volume de filtrat en fonction du temps, c'est ce qu'on appelle tout simplement le débit. Alors maintenant, donc, il y a une loi de filtration en toute simple. Alors ici, il y a un qui ne va pas. Bon, peu importe. Si vous voulez avec ça. Donc voilà. Alors il y a une loi de filtration toute simple, donc on appelle la loi de Darcy. Alors Darcy c'est une personne, donc là aussi donc, il faudra corriger. Alors la loi de Darcy, donc qu'est-ce qu'elle dit? Donc c'est très facile à comprendre. Alors suivez. Ici donc vous avez le flux, le débit pardon, et là vous avez le flux. Donc le débit donc généralement donc on le symbolise avec la lettre Q, donc, et puis donc le flux, donc on le symbolise avec la lettre J. Donc ça, c'est des déterminations donc classiques. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne veut pas prendre ici? D'accord. Alors maintenant, vous avez compris donc en fait cette filtration sous gradient de pression. Est-ce que vous l'avez comprise ou pas? Oui. C'est-à-dire d'un côté, vous aurez une pression soit supérieure, soit inférieure à la pression qui est de l'autre côté de la membrane. Donc, vous aurez une différence de pression entre les deux côtés. C'est bon? Alors maintenant, plus ce différentiel de pression est grand, plus la différence de pression entre un côté et l'autre est grande, plus vous aurez de filtrat. D'accord? C'est-à-dire, en fait, votre débit, il est proportionnel à la différence de pression. Plus cette différence de pression est grande, plus vous aurez du débit. C'est très simple. Donc, il n'y a pas plus simple que ça à imaginer.
D'accord. Alors maintenant, plus votre milieu est visqueux, plus vous aurez du débit ou moins vous aurez du débit. Alors si vous filtrez quelque chose de visqueux, alors vous comprenez ce que c'est que la viscosité, je pense. Oui ou non? Non. Oui. Oui, monsieur. Si votre milieu est visqueux, est-ce que vous aurez plus de débit ou moins? Moins Moins de de... débit. Moins. Alors en fait, Oui. c'est ce que dit la loi de Darcy, tout simplement. C'est que votre débit, il est proportionnel à la différence, au différentiel de pression. C'est-à-dire, plus ce différentiel de pression est grand, plus le débit est grand. Mais il est inversement proportionnel à la viscosité. C'est-à-dire, plus votre milieu est visqueux, plus le débit sera faible. Alors maintenant, il y a un terme ici donc, qui va demander quand même de l'explication, c'est ce qu'on appelle la résistance membranaire. Alors le débit, il est inversement proportionnel à la résistance membranaire. C'est-à-dire, plus la résistance membranaire augmente, plus le débit diminue. Alors, mais c'est quoi cette résistance membranaire? Qu'est-ce qu'on appelle résistance membranaire? Alors, pour le comprendre, alors, quand vous faites passer un liquide où il n'y a rien qui peut être retenu, c'est-à-dire juste le solvant, juste les molécules de solvant, c'est-à-dire par exemple si on parle de l'eau, rien que de l'eau pure. Si vous le faites passer à travers une membrane, vous aurez un débit. Oui ou non? Vous aurez un débit, rien n'est retenu, vous n'aurez pas de polarisation, vous n'aurez pas de polarisation de concentration, vous n'aurez pas de colmatage, vous n'aurez rien. Tout ce que vous mettez, c'est de l'eau pure, donc normalement, donc ça devrait passer à travers votre membrane sans problème. Vous aurez un débit. D'accord? Alors maintenant, ce débit-là, est-ce que c'est le même que vous aurez dans ce filtre-là si vous n'avez pas mis de membrane? Si vous enlevez la membrane et vous versez votre eau, est-ce que vous aurez toujours le même débit? Vous aurez plus ou moins? Non. Vous aurez Plus. C'est parce que la membrane empêche un petit peu le passage moins du du débit. solvant bien du liquide. Et c'est exactement ce qu'on appelle, monsieur, donc si vous l'avez compris, c'est très bien. C'est une notion un peu que les étudiants ont du mal à intégrer. Donc, vous venez de comprendre que la membrane s'oppose au passage. Il s'oppose au passage des molécules, même celles qui passent. C'est ce qu'on appelle la résistance membranaire. Alors, cette résistance membranaire, elle va dépendre des membranes. C'est-à-dire, chaque membrane, elle a une certaine résistance membranaire. Chaque type de membrane, elle sera caractérisée par sa capacité à faire passer, ou si vous voulez, sa capacité à ne pas faire passer. C'est comme vous voulez. Donc, en fait, chaque membrane, si vous voulez le dire comme ça, chaque membrane, elle est caractérisée par sa capacité à faire passer. Alors, si vous le dites comme ça, vous ne parlez plus de résistance membranaire, mais vous êtes en train de parler de conductance membranaire. Alors maintenant, vous pouvez inverser. Donc, chaque membrane, il a une certaine capacité à s'opposer au passage des molécules, même celles qu'il ne retient pas. Ici, on parle de molécules qu'il ne retient même pas. Alors, c'est ce qu'on appelle la résistance membranaire. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, cette capacité à s'opposer au passage des molécules ou des substances. Au cours de la filtration, qu'est-ce que ça lui arrive au début de la filtration, puis quand vous, de plus en plus, après 1 heure, après 2 heures de filtration ou de séparation membranaire, est-ce que vous aurez toujours la même résistance? Non. Vous aurez quoi?
vous aurez une résistance supérieure. L'augmentation de la résistance. Vous aurez globalement une augmentation de la résistance. Mais en y voyant un peu plus en détail, on peut dire qu'il y a toujours la membrane telle qu'elle a été au début, c'est-à-dire il a déjà une certaine résistance, mais au cours de la filtration, d'autres résistances vont s'ajouter. C'est la résistance du colmatage et c'est la résistance due à la polarisation de la concentration, ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire vous aurez toujours votre membrane, mais au cours de la filtration, sa résistance va augmenter. Elle va augmenter pourquoi? Parce qu'il y aura du colmatage, c'est-à-dire il y aura des pores qui vont être bouchés, et puis il y aura une polarisation de la concentration. Donc c'est pourquoi vous aurez une augmentation de la filtration. Alors, il y a un autre phénomène donc, qui finit par s'établir lors d'une filtration, c'est que vous avez à la surface de la membrane une couche des molécules ou des substances ou des particules qui ne sont pas qui ne passent pas, c'est-à-dire celles qui sont retenues. Vous aurez tout ce qui ne passe pas qui va s'accumuler à la surface de la membrane. Ça va former une couche à la surface de la membrane. C'est ce qui arrive donc si vous voulez filtrer votre café, donc à la fin vous aurez une couche de toutes les particules sur votre filtre. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle le gâteau de filtration. Cette couche de particules à la surface de votre filtre, c'est ce qu'on appelle le gâteau de filtration. Alors maintenant, ce gâteau de filtration, il va commencer à s'établir à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine durée de filtration. Alors, au cours de la filtration, vous aurez la résistance membranaire qui augmente, mais cette résistance membranaire, il est composé de la résistance de la membrane initiale, plus la résistance due au colmatage, plus la résistance du gâteau de filtration. Vous pouvez la décomposer en plusieurs types de résistance. Alors maintenant, si vous connaissez la résistance membranaire, si vous connaissez la valeur de la résistance membranaire de votre membrane au début, et puis à un certain moment de la filtration, vous pouvez calculer la résistance après filtration, par exemple. La différence entre les deux résistances. Vous avez compris qu'en fait, cette résistance membranaire va augmenter. Oui, donc la résistance à la fin va devenir supérieure à la résistance de votre membrane vierge, donc qui n'a pas été encore utilisée. D'accord? La différence entre les deux résistances, c'est quoi? C'est la résistance. Ajouté. La résistance ajoutée, mais c'est quoi? Ce qui est ajouté, c'est quoi? C'est la résistance du colmatage, du gâteau de filtration, etc. Donc, vous pouvez déterminer. Donc, tous ces paramètres-là, pendant une filtration, vous pouvez les déterminer. Si vous connaissez le débit, si vous connaissez le différentiel de pression, c'est-à-dire la différence de pression que vous appliquez dans une filtration, si vous connaissez la viscosité de votre milieu, vous pouvez déterminer la résistance de votre membrane. Et vous pouvez la déterminer, donc soit avant qu'il y ait colmatage, et ça va être la résistance membranaire, soit vous pouvez la déterminer à la fin de votre filtration lorsque votre membrane est complètement colmatée et que vous avez un gâteau de filtration dessus, etc. Et ça va être la résistance finale. Et si vous connaissez ces deux-là, vous pouvez également déterminer la résistance due au gâteau de filtration. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est des calculs tout simples. Donc, il suffit de déterminer donc, ce terme-là, ce terme résistance, vous pouvez le déterminer si vous connaissez le débit, le différentiel de pression et la viscosité. C'est tout simple, c'est une opération toute simple. Alors maintenant, le flux. Tout à l'heure, je vous ai expliqué le flux de filtration. Donc, en fait, c'est le débit rapporté à la surface de filtration. Donc, en fait, c'est le débit rapporté à la surface membranaire. C'est-à-dire que votre membrane, il aura une certaine surface. Alors, si vous rapportez le débit à la surface, donc ça, c'est pas ici, pardon, c'est ici.
Alors en fait, le flux, donc c'est le débit rapporté à la surface. Donc et si vous faites ça par rapport à la surface, là, vous allez obtenir cette nouvelle formule tout simplement. Alors il faut juste comprendre ce que c'est que le débit et ce que c'est que le flux. J'espère que c'est clair dans vos têtes maintenant. Il n'y a pas de problème donc par rapport à ça, j'espère. C'est bon? Alors ça, c'est la viscosité, donc ça, c'est la résistance membranaire, ça, c'est la différence, les différences de pression, et ça, c'est le flux. Alors, donc la loi de Darcy, donc ce qu'elle dit, donc c'est qu'en fait que le débit, il est proportionnel à la différence de pression, inversement proportionnel à la viscosité et inversement proportionnel à la résistance membranaire. Plus la résistance de la membrane augmente, plus le flux va devenir faible, plus la différence de pression augmente, plus le débit augmente. Alors maintenant, pour passer du débit au flux, il suffit de rapporter le débit à la surface membranaire. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, 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 monsieur. Très bien. Alors maintenant, donc, ce qui reste, c'est juste de la description. Alors en fait, on distingue différents types de séparation membranaire. Donc ça dépend juste de la taille des pores des membranes. Donc on parle de microfiltration. Quand la taille de ce qu'on veut arrêter et la taille et aux environs du micron. Alors on peut parler d'ultrafiltration. Donc quand la taille, donc il est autour de 1 micron et inférieur à 1 micron. On parle de nanofiltration. Et puis donc, on peut parler également, donc si on descend beaucoup plus bas, on parle d'osmose inverse. Alors maintenant, pourquoi on l'appelle osmose inverse? Parce que dans l'osmose, en fait, l'eau, elle passe, l'osmose, c'est des mouvements d'eau, donc j'espère que vous comprenez ça. Donc, l'osmose, dans les phénomènes d'osmose, l'eau, elle passe du milieu le plus concentré, enfin, elle passe du milieu le plus dilué vers le plus concentré. Donc, c'est les lois d'osmose dont on vous a parlé donc, depuis le lycée. Donc, l'eau, elle va passer du milieu le moins concentré, c'est-à-dire de là où il y a beaucoup d'eau, vers là où il y a moins d'eau. Alors, osmose inverse, c'est l'inverse tout simplement, c'est-à-dire on va faire passer l'eau du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Alors maintenant, cette technique-là, donc c'est juste pour s'en souvenir, c'est ce qui est appliqué pour le dessalement de l'eau de mer. Alors vous savez donc que dans beaucoup de pays maintenant, de plus en plus, donc il y a un problème d'eau. Le Maroc aussi, donc il n'est pas très loin. Donc pour avoir de l'eau douce à partir de l'eau de mer, donc il faudra faire passer l'eau qui était dans un milieu où il y a beaucoup de sel, c'est-à-dire l'eau de mer, vers un milieu où il y a moins de sel. Donc c'est ce qu'on appelle l'osmose inverse. Et ça, donc on peut le faire donc avec des membranes très 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 denses. Alors quand je dis une membrane dense, c'est-à-dire une membrane où on ne peut pas voir des pores. C'est-à-dire avec toutes les techniques de microscopie donc, que vous voulez, donc vous ne pouvez pas distinguer des pores dans cette membrane. Donc vous ne pouvez pas distinguer des trous, donc c'est à l'échelle atomique. Donc ça se passe à l'échelle atomique, donc c'est ce qu'on appelle des membranes denses. Alors si vous voulez une membrane, c'est un mur. Un mur, regardez le mur de votre chambre ou le plafond de votre chambre. Donc levez vos yeux en haut, levez vos yeux vers le haut, donc vous avez le plafond de votre chambre. Alors, est-ce que vous pouvez faire passer de l'eau à travers? Non. 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 Si, vous pouvez faire passer de l'eau, mais avec d'énormes pressions. C'est ce qu'on fait en osmose inverse. C'est-à-dire les membranes, c'est à peu près, donc, c'est du béton, c'est des membranes denses où il n'y a plus de pores, on ne peut plus voir de pores. Avec toutes les techniques de microscopie
et donc, dont on dispose. Mais donc on mettant d'énormes pressions, c'est-à-dire vous poussez avec des pressions qui peuvent atteindre 60 bars, c'est-à-dire 60 fois plus élevées que la pression atmosphérique. Alors à ce moment-là, vous pouvez faire passer des molécules d'eau à travers donc ce genre de membrane. C'est ce qu'on fait dans l'osmose inverse. C'est le principe de l'osmose inverse. C'est comme ça que vous pouvez faire passer des molécules d'eau et retenir donc d'autres molécules. Alors maintenant là, donc c'est un récapitulatif. Donc c'est la microfiltration, ce que vous utilisez généralement dans notre vie quotidienne. Donc ça relève de ça. C'est du niveau de la microfiltration. Alors ici, donc, ici, la microfiltration, ça va séparer des particules, c'est-à-dire quelque chose d'insoluble de quelque chose qui est soluble. Alors maintenant, l'ultrafiltration, donc, ça permet de séparer déjà des molécules qui sont solubles. Toutes les molécules sont solubles, mais vous allez séparer les macromolécules, celles qui sont plus grosses que celles qui sont plus petites. Alors là, la nanofiltration, on descend dans l'échelle pour séparer des petites molécules entre elles, et l'osmose inverse, donc en fait, on arrive donc jusqu'à l'échelle atomique, c'est-à-dire des ions, des atomes de sodium et de chlore, donc on peut les faire séparer des molécules d'eau. Donc en fait, ça c'est juste la taille des pores de ces membranes, il augmente dans ce sens-là, ou il diminue dans ce sens-là. Bien. Alors maintenant, on va parler donc de deux types de séparation membranaire. Donc, on va parler de ce qu'on appelle la filtration frontale et de la filtration tangentielle. Alors, dans la filtration frontale, donc c'est ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire, vous faites passer un liquide perpendiculairement à la surface de la membrane. C'est-à-dire, la circulation du liquide. Donc, en fait, il n'y a pas de circulation, si vous voulez. Donc, vous avez un liquide, un milieu que vous mettez dans quelque part et puis il est séparé d'un autre compartiment par une membrane et ça passe perpendiculairement à la membrane. Donc, c'est la filtration classique que vous connaissez. Donc là, il n'y a aucun problème. Donc, vous faites passer donc, ce liquide à travers une membrane. Donc, ce qui ne passe pas donc, reste à la surface de la membrane, il est retenu. Et puis, donc, vous appliquez peut-être une différentielle de pression pour faire passer plus vite. Donc, vous aurez d'un côté donc, un perméat avec un certain flux et vous avez ici donc, ce qu'on appelle l'alimentation, c'est-à-dire ce que vous voulez filtrer. Alors maintenant, donc, ce qui se passe en fonction du temps, donc en fait le débit, donc vous l'avez compris donc, depuis tout à l'heure, donc le débit il va chuter de plus en plus. Donc il va commencer à diminuer parce qu'il y aura colmatage, parce qu'il y aura dépôt donc des particules sur la membrane, parce qu'il y aura gâteau de filtration. Donc tout ça fait que le débit va diminuer de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Donc ça c'est classique. Alors là aussi donc c'est classique. Donc en fait l'épaisseur de cette couche, l'épaisseur donc de ce qui se dépose donc du gâteau de filtration, il va augmenter petit à petit en fonction du temps. C'est bon? Alors ici, c'est classique, c'est ce que vous avez l'habitude, donc c'est ce que vous connaissez déjà. Alors par contre, donc la filtration tangentielle, c'est un peu, là aussi c'est un peu difficile donc à imaginer pour vous, donc tout simplement parce que vous n'en avez jamais vu un dispositif de filtration tangentielle. Alors, mais je vais essayer donc de vous rapprocher donc de ce qu'on appelle la filtration tangentielle. Alors, tangentielle, donc comme son l'indique, le liquide il va plus passer perpendiculairement à la surface membranaire, mais il va passer tangentiellement. C'est-à-dire, vous avez la membrane, et puis donc le liquide à filtrer, il va circuler sur la surface de la membrane, pas perpendiculairement, mais d'une manière parallèle à la surface de la membrane. Donc on dit que c'est une filtration tangentielle. Alors maintenant, donc, ce qui est difficile à imaginer pour vous, c'est comment peut-on avoir une filtration dans ces conditions. C'est-à-dire comment un liquide peut passer tangentiellement à une membrane et avoir
Une filtration. Alors pour ceci, donc, pour avoir un transfert de matière, donc vous l'avez compris depuis tout à l'heure qu'il faut une force, c'est-à-dire soit la gravité, donc soit la pression, soit la force électrique, soit une force osmotique. C'est-à-dire il faut que des deux côtés de la membrane, on n'ait pas les mêmes valeurs de pression osmotique ou de pression, ou juste de pression atmosphérique, ou pas la même valeur de potentiel électrique. Donc, il faudra qu'on ait un gradient, un différentiel. Il faut qu'on ait un différentiel de pression ou un différentiel de potentiel électrique ou un différentiel de concentration en soluté, c'est-à-dire donc de force osmotique. Donc, déjà ça, vous l'avez compris. Donc, pour qu'il y ait quelque chose qui passe d'un côté à l'autre, il faudra qu'il y ait une force, et cette force, depuis tout à l'heure, donc je vous ai expliqué, ça peut être la pression, la force électrique ou la force osmotique. Alors maintenant, pour imaginer donc cette filtration tangentielle, donc en fait, ce qui va vous rapprocher peut-être et ce qui va faciliter la compréhension et la représentation de ce phénomène dans vos têtes, c'est que vous avez tous joué avec un tuyau d'arrosage, j'espère. Vous avez tous déjà connecté un tuyau à un robinet et vous avez joué avec. Oui. Oui, oui. Enfin, ceux qui ne jouent pas, donc ils ne sont jamais sérieux. D'accord. Bien. Alors maintenant, quand vous ouvrez, imaginez que c'est votre tuyau qui est un filtre. En fait, votre membrane, c'est le tuyau. Alors si vous ouvrez donc en fait le robinet, donc en fait dans ce robinet il y a plus, c'est pas l'eau, mais il y a quelque chose que vous voulez filtrer. Il y a du lait par exemple. D'accord? Alors maintenant, si vous ouvrez juste le robinet, donc en fait le lait va s'écouler dans votre tuyau, il ne se passera rien. D'accord? Le lait qui va s'écouler dans votre tuyau, il va s'écouler parallèlement à la surface des parois de votre tuyau, qu'on considère maintenant comme membrane. D'accord? Est-ce que vous suivez? Très bien. Alors maintenant, si vous fermez un peu le bout de votre tuyau avec votre doigt, avec votre pouce, c'est ce que vous avez fait quand vous jouez avec un tuyau d'arrosage. C'est que vous mettez votre doigt sur le bout du tuyau, d'accord? Et puis, qu'est-ce qui se passe quand vous empêchez le liquide de circuler? La pression à l'intérieur du tuyau augmente, n'est-ce pas? Oui. Il faudra que vous appuyez de plus en plus pour arrêter le flux du liquide, n'est-ce pas? Vous avez, vous avez déjà fait ça jusqu'à ce que vous ayez mal sur votre pouce, n'est-ce pas? Donc en fait, ici, il ne faut pas fermer complètement pour ne pas arrêter la circulation tangentielle. C'est-à-dire, vous allez fermer juste à moitié. Si vous fermez à moitié, la pression augmente à l'intérieur, oui ou non? Oui, augmente. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui pousse le jet d'eau plus loin. Donc, quand vous voulez arroser plus loin, c'est aussi ce que vous faites. Vous essayez de fermer un peu pour que la pression à l'intérieur augmente et ça va projeter beaucoup plus loin le jet d'eau. Oui ou non? Alors maintenant, c'est ce qu'on fait dans la filtration tangentielle. C'est-à-dire, on laisse le liquide circuler tangentiellement à la membrane, mais on augmente la pression à l'intérieur en jouant sur le débit à la sortie. C'est-à-dire, donc on ne va pas fermer complètement, parce que si on ferme complètement, donc en fait, votre liquide ne peut qu'aller contre la paroi et vous allez vous retrouver dans le cas de figure de la filtration frontale. D'accord?
Alors maintenant, donc pour faciliter, imaginez que dans ce tuyau-là, il y a des petits trous. D'accord? C'est-à-dire on va le transformer en membrane ou en filtre. D'accord? Alors maintenant, si vous ne mettez pas votre pouce, si vous ne fermez pas, donc en fait le liquide va s'écouler, donc il ne se passera rien. Quand vous allez fermer complètement, donc il y aura tout qui va jaillir des petits trous dans votre tuyau. Donc d'ailleurs, ça aussi, ça vous est déjà arrivé. Donc si vous avez un tuyau ou avec des trous, n'est-ce pas? Alors, mais si vous fermez complètement, en fait, le liquide à l'intérieur ne circule plus tangentiellement à la surface de votre tuyau, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes plus dans une filtration tangentielle, vous êtes dans une filtration frontale. Alors maintenant, si vous fermez juste à moitié, vous aurez toujours la circulation du liquide à l'intérieur, tangentiellement aux parois, mais vous aurez une pression supérieure à l'intérieur. D'accord? Et c'est ce qui va vous permettre de faire passer des choses à travers votre tuyau, votre membrane. Et c'est vous, dans ce cas de figure, vous êtes exactement dans ce qu'on appelle la filtration tangentielle. C'est-à-dire que vous aurez toujours un liquide qui circule, mais à l'intérieur, vous aurez une pression supérieure et cette pression supérieure va faire qu'il y aura quelque chose qui filtre, mais tout en maintenant la circulation tangentielle à l'intérieur du tuyau. Alors maintenant, je vous dis déjà, donc, en industrie, donc tout ce qui est industriel, quand on filtre, c'est comme ça qu'on filtre. On ne filtre jamais d'une manière frontale. Donc quand on filtre du lait, par exemple, dans une usine qui prépare, c'est comme ça. Donc c'est dans des dispositifs de filtration tangentielle, pas frontale. Alors, pourquoi? Pour la simple raison qu'en fait, quand vous avez cette filtration tangentielle, quand vous avez cette circulation à la surface de votre membrane, donc en fait, jamais les particules, ce qui est retenu, ce qui ne passe pas à travers la membrane, jamais il va se déposer sur la surface de la membrane. Vous n'aurez pas de gâteau de filtration. Est-ce que vous l'avez compris? Parce qu'en fait, tout le temps, il y a ce liquide qui balaye la surface de votre membrane. Donc, vous n'aurez pas de polarisation de concentration et vous n'aurez pas de dépôt des particules à la surface de la membrane. Et si vous n'avez pas ça, c'est que vous aurez des débits plus importants et vous aurez des flux plus importants. Donc, la filtration tangentielle, il permet des débits plus importants que la filtration en frontale et il permet un colmatage et un dépôt de particules inférieur à la filtration en frontale. C'est pourquoi donc c'est le dispositif qu'on utilise en industrie. Donc on n'utilise pas de filtration frontale, on utilise toujours une filtration tangentielle parce qu'en fait, donc ça permet d'éviter et d'avoir moins de colmatage et d'avoir moins de dépôts à la surface des membranes. Alors en fait, c'est ce qui est schématisé là. Donc en fait, il y a une circulation tangentielle à la surface de votre membrane, tout en maintenant donc une filtration. Et par conséquent, en fonction du temps, votre débit ne va pas chuter, ne va pas diminuer comme c'était le cas pour la filtration frontale. Pour la filtration frontale, la chute elle est très importante, elle est brutale et très importante. Donc pour la filtration tangentielle, donc vous avez une chute, mais en fait vous avez toujours des débits très très élevés comparativement à la filtration frontale. Et également vous n'avez pas beaucoup de dépôts de particules, de substances retenues. Vous n'avez pas beaucoup de dépôts à la surface des membranes. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors maintenant, on arrive juste avant de finir donc cette partie sur la filtration. On va dire donc quelques mots sur ces filtrations, sur ces membranes déjà. Depuis tout à l'heure, on parle de membranes, de filtres, mais c'est quoi exactement? C'est quoi ces membranes? Donc en fait,
ces membranes, donc il y en a deux types. Donc, soit ce qu'on appelle des membranes organiques, donc soit des membranes minérales. Alors, pour les deux, je vais vous donner donc des exemples pour que vous puissiez donc comprendre ce que c'est et à quoi ça ressemble. Alors, ce qui est membrane organique, en fait, c'est quelque chose qui est formé avec des substances organiques et généralement, donc, en fait, on les forme avec des polymères, c'est-à-dire avec des grosses molécules. Et on les forme avec ce qu'on appelle une technique sol-gel, c'est-à-dire solution-gel, c'est-à-dire un passage d'une solution à un gel qui va nous permettre de fabriquer notre membrane organique. Alors, ces membranes organiques, ça peut être donc en fait des polysulfones, des polyvényles, des PVD, donc, etc. Donc, ça peut être aussi donc, des membranes organiques, c'est du papier. Donc, le papier, donc, c'est de la matière organique. Donc, ça peut être aussi donc, juste de l'acétate de cellulose. Donc, l'acétate de cellulose, donc, c'est le papier. Bien. Alors, maintenant, on va revenir sur comment on fabrique ces membranes-là. Donc, en fait, déjà, vous pouvez comprendre qu'il y a des membranes qui sont de type organique, c'est-à-dire qui sont formées à partir de polymères, de composés organiques. Et puis, il y a des membranes minérales. Des membranes minérales, donc, tous, vous avez déjà vu donc, des récipients en terre cuite. D'accord? De la poterie. Et traditionnellement, c'est ce qui était utilisé comme récipient chez nous au Maroc et partout dans le monde. On mettait de l'eau dans des récipients en terre cuite pour le stocker, mais également pour le refroidir. Alors, pour le refroidir, c'est un autre phénomène, mais ce qui intéresse ici dans cet exemple, c'est qu'en fait, ces récipients-là, donc, ils laissent passer l'eau. D'accord? Il y a quelque chose qui passe à travers ces récipients. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous l'avez déjà observé? Oui. Oui, même si vous êtes de la génération 2000, donc en fait, traditionnellement, donc ici, donc on utilisait des récipients en terre cuite pour stocker l'eau, pour aussi, donc c'est ce qu'on utilise pour la cuisson, etc. Et ceux qui ont déjà vu ça, donc en fait, quand on stocke l'eau dans un récipient en terre cuite, donc généralement, il y a un peu d'eau qui sort. D'accord? Alors, si ça sort, c'est que ça passe à travers la couche de terre cuite, donc c'est une membrane. Et puisque c'est en argile, donc il est minéral, c'est pas organique. Donc c'est un type de membrane, donc c'est comme ça, vous pouvez l'imaginer comme ça, c'est un type de membrane minérale. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on en fait. On en fait des membranes à partir de la silice ou à partir de l'alumine. Ici, donc, en fait, le mécanisme de fabrication, c'est ce qu'on appelle le frittage. Et là, le mécanisme de fabrication, c'est ce qu'on appelle le sol-gel. Et là aussi, donc, je vais vous expliquer ces deux procédés. Alors, le sol-gel, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est-à-dire passage d'une solution à un gel. Ça aussi, donc, vous l'avez fait en jouant. Et vous allez vous apercevoir, c'est qu'en jouant, on apprend, on fait beaucoup de sciences, donc sans le savoir. Alors, vous avez déjà laissé couler de la colle sur vos doigts. Il y a déjà de la colle liquide qui a coulé sur vos doigts. Oui? Ça vous est déjà arrivé? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Alors, si ça vous est déjà arrivé, tant mieux. Donc, je ne suis pas le seul à être maladroit. Donc, vous aussi, donc, de la colle donc, s'est déversée sur vos doigts. Et en séchant, ça fait quoi? Ça fait de petites pellicules. D'accord? C'est des petites pellicules que vous pouvez enlever de votre peau. Ça, c'est une membrane. C'est la même technique qu'on fait pour faire des membranes. C'est-à-dire quelque chose qui était en solution, on le fait passer sous forme de gel, et puis ce gel, il va sécher, ça va fabriquer une membrane. C'est-à-dire ces polymères-là,
le polysulfone, le PVD et d'autres, le PES, le polyéther sulfone et tout ça, on va les solubiliser dans un solvant. On va en faire une couche très fine après, d'accord? Et on va laisser sécher. Quand ça va sécher, ça va devenir une feuille. Ça va faire une sorte de feuille qui est formée de ce polymère. Et en séchant, ça va laisser un peu des trous partout, des pores partout, et ça va faire une membrane. C'est comme ça qu'on va faire. Ça, c'est le principe de fabrication. Bien sûr, il y a beaucoup de techniques là-dedans pour faire tel type de membrane et tel autre type de membrane et des membranes avec des diamètres de pores bien déterminés, etc. Il y a beaucoup de techniques, mais le principe, elle est là. C'est ce principe-là qui est utilisé. C'est-à-dire, on va solubiliser un polymère dans un solvant, on va faire une couche mince, et puis qu'on va laisser sécher, et puis ça va vous faire une membrane. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la technique sol-gel. C'est-à-dire, on va passer de la solution au gel, tout simplement. Est-ce que c'est bon? Alors maintenant, le frittage. Donc ça, c'est pour les membranes organiques. C'est comme ça qu'on les forme. Donc, il suffit de se rappeler de ce que je viens d'expliquer maintenant, de ce que je viens de dire. Donc, en fait, de la colle, c'est exactement ça. C'est des macromolécules, donc solubilisées dans un solvant. Alors, quand vous sentez aussi une colle, vous sentez un solvant. Ça aussi, vous l'avez fait. Vous avez essayé de sentir donc une colle. Ça a une odeur, n'est-ce pas? Ça a l'odeur du solvant, tout simplement. Donc, la colle qu'on utilise pour les chaussures, pour les cuirs, ça se sent très, très fort. C'est du toluène. Bon, d'autres colles, c'est d'autres solvants. Alors, ce solvant, quand il s'évapore, donc là, ça sèche et ça laisse une pellicule. Cette pellicule, c'est la membrane. Alors maintenant, je répète, donc en fait, si vous vous souvenez de ça, c'est exactement ce qu'on fait pour faire des membranes organiques. Alors, des membranes minérales, donc c'est un autre procédé. Donc, c'est des minéraux, c'est des argiles, c'est de l'alumine, c'est de la silice. Alors maintenant, comment on fait pour la poterie? C'est exactement là aussi la même chose. Donc, je ne sais pas donc, si vous connaissez un peu donc, comment on fait pour la poterie, c'est-à-dire on a de la matière minérale, des argiles, qu'on va concasser donc finement, qu'on va broyer finement et qu'on va tamiser donc, pour avoir une poudre très, très, très fine avec des diamètres de particules bien déterminés. Donc, et après, donc c'est ça, c'est avec ça qu'on fait une pâte. Et après, donc cette pâte, on la fait sécher et puis on la fait cuire après dans le four. En fait, le principe, c'est quoi? C'est qu'on part de particules de silice ou de particules d'alumine ou de particules d'argile qui ont un diamètre défini. C'est-à-dire, donc ça dépend des membranes qu'on veut faire. Donc, on a un diamètre de particules. C'est-à-dire, si on choisit des particules très fines, donc en fait, les pores, les interstices, c'est-à-dire le vide que vont laisser ces particules entre elles, il va être très, très, très faible et ça va nous faire des membranes avec des diamètres de pores très, très petits. Alors, si vous utilisez donc des particules très grosses, donc si vous en faites une couche, donc ça va laisser le vide que ça va laisser entre elles, donc ça va être de gros vides, donc et ça va faire des membranes avec un diamètre de pores très, très élevé. Alors en fait, c'est en jouant sur la taille des particules d'alumine ou la taille des particules de silice ou la taille des particules d'argile qu'on va faire des membranes avec tel ou tel autre diamètre de pores. Est-ce que c'est bon? Alors maintenant, comment on fait après? Donc en fait, quand on a donc tous ces petits grains d'alumine, donc on va aussi en faire une couche avec une certaine épaisseur. Quand on les passe dans le four, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils vont fondre. Au contact l'une de l'autre, ils vont fondre et ils vont se coller. Alors, c'est ce processus-là que je viens de décrire qu'on appelle frittage. C'est-à-dire ces particules, les rayes d'Oubou,
un peu, chacune au contact de l'autre oreille. Donc, c'est ce qu'on appelle le frittage. Donc, ces particules qui vont fondre à des hautes températures au contact l'une de l'autre, et par conséquent, ils vont se coller l'une à l'autre, c'est ce qu'on appelle le frittage. Alors maintenant, le vide qu'ils vont laisser entre elles, c'est le vide qui va faire qui va faire les pores de la membrane. Et ce vide qu'ils vont laisser entre elles, ça dépend de leur taille. Si leur diamètre était grand, le vide qu'ils vont laisser est grand. Si leur diamètre était fin, le vide qu'ils vont laisser est réduit. Donc, c'est comme ça qu'on fait des membranes de différents diamètres de pores. Donc là, vous avez compris ce qu'on appelle la technique Sol-Gel pour les membranes organiques. Alors, rappelez-vous donc ce truc sur l'école que je vous ai expliqué. Alors, pour les membranes minérales, donc c'est des membranes donc, qui sont faites d'argile ou de silice ou d'alumine, avec des diamètres de pores déterminés en jouant sur la granulométrie donc, des particules minérales. Et le processus, c'est ce qu'on appelle le frittage. C'est ce passage au four qui va faire fondre les particules au contact les unes des autres et qui va les coller les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle le frittage. Et d'ailleurs, donc ces membranes, donc ça s'appelle aussi des frités. Un frité, donc c'est cette agglomération de particules qui se sont collées les unes aux autres à haute température, en laissant du vide, en laissant des pores entre elles. Donc c'est ce qu'on appelle aussi également un frité. Et c'est ce qui constitue donc ces membranes. Bien. Alors sur ça, donc je vais finir. Donc ici, donc vous avez donc juste des exemples donc vous avez des exemples d'évolution du flux en fonction du temps lors de la filtration. Donc ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est-à-dire que ce débit ou ce flux va commencer à chuter de plus en plus en fonction du temps de la filtration. Donc, ceci donc, vous permettra donc, d'évaluer les différentes résistances au début, c'est-à-dire au début, donc, il n'y avait pas de colmatage, il n'y avait pas de gâteau de filtration, donc la seule résistance que vous avez au début, c'est la résistance membranaire, et au fur et à mesure, donc, vous avez d'autres résistances qui s'ajoutent et qui sont à l'origine de la chute et de la diminution des flux. Donc voilà, donc on arrête là pour aujourd'hui. Donc et si vous avez des questions, vous pouvez toujours donc les demander donc soit lors d'une séance comme celle-là, donc soit donc en fait les déposer soit sur la plateforme, soit sur Google Classroom et donc j'essaierai de vous répondre. Très bien. Alors, j'espère que vous avez compris, donc malgré les difficultés que nous impose donc, cet enseignement à distance. Mais je vous répète, donc si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises, donc il faudra demander tout simplement. Et j'essaierai de vous répondre. Bien, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur.